Alors aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez fascinante, celle d'un défi Internet qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre. Ça a choqué pas mal de monde et ça soulève une question hyper importante sur ce que signifie performer à l'ère du numérique. On va donc plonger ensemble au cœur de cette histoire qui est, on va le voir, bien plus complexe qu'il n'y paraît. Au cœur de tout ça, il y a un chiffre, un seul, 100. Oui, 100 hommes, pour être tout à fait exact. Et comme si ça ne suffisait pas, le timing était tout aussi fou. Le défi devait se dérouler en à peine 24 heures. Alors, forcément, la question que tout le monde se pose et que l'analyse source essaye de décrypter, c'est « Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un s'infligerait une épreuve pareille ?» Bon, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est l'argent, évidemment. Mais l'analyse source nous dit « Attendez, les créateurs qui sont au top n'ont absolument pas besoin d'en arriver à de tels extrêmes pour gagner leur vie. Et même très bien. Non, la vraie raison, d'après cette analyse, serait bien plus sombre, bien plus complexe. Pour essayer de comprendre, l'analyse s'intéresse d'abord au personnage public de la protagoniste. Et c'est là que les choses commencent à devenir, contradictoires. Elle-même, elle se définit comme hypersexuelle. C'est un mot qu'elle utilise beaucoup, c'est vraiment la base de son image publique. Sauf que l'analyse source pointe quelque chose de totalement différent. Quand on regarde ses performances, l'impression est tout autre. Ça a l'air mécanique, forcé. On dirait même qu'elle est mal à l'aise. Ça ne colle pas du tout avec l'image hypersexuelle qu'elle veut projeter. Autre pilier de son personnage, elle affirme haut et fort qu'elle se fiche complètement de ce que les autres peuvent bien penser. Mais là encore, ses actions semblent dire le contraire. L'analyse met le doigt sur une scène bien précise, un moment où elle fond en larmes. Et ce n'est pas à cause de l'épreuve, non. C'est parce qu'elle a peur de ne pas avoir donné une assez bonne prestation à ses fans. Ça montre bien qu'en réalité, l'opinion des autres compte, et compte énormément pour elle. Et puis, il y a la question du soutien. Elle dit que sa famille, ses amis, la soutiennent à 100%. C'est un autre élément clé de l'image qu'elle construit. Et là, on tombe peut-être sur la plus grosse contradiction de toutes. Si tout le monde la soutenait avec autant de fierté, comment expliquer que dans le documentaire, les visages de sa famille et de ses amis sont systématiquement floutés ? Pour l'auteur de l'analyse, la réponse est claire. Ce n'est pas de la fierté, c'est de la honte. Alors, avec toutes ces incohérences qui s'accumulent, l'analyse va plus loin. Elle émet une hypothèse bien plus profonde. Et si tout ça prenait racine dans un traumatisme passé ? En fait, si on regarde son parcours, on voit un virage à 180 degrés. Elle est passée d'une vision où elle voulait attendre le mariage à des performances sexuelles extrêmes, filmées et diffusées. L'analyse pose la question, qu'est-ce qui a bien pu causer un changement aussi radical ? L'hypothèse avancée est celle d'une première fois qui aurait été profondément décevante, voire traumatisante. Une sorte de trahison peut-être, ou de manipulation qui aurait complètement brisé sa vision du monde et l'aurait lancée sur cette voie qu'on pourrait qualifier d'autodestructrice. Son état d'esprit pendant le défi lui-même est aussi très parlant. Écoutez ce qu'elle dit quand on lui demande de combien de participants elle se souvient sur les 100. Ce trou de mémoire, ce n'est pas juste un détail. L'analyse y voit un symptôme classique de ce qu'on appelle la dissociation. C'est un mécanisme de défense en fait. Le cerveau se met en quelque sorte en pause, il se déconnecte de la réalité pour se protéger d'une situation qui est juste trop dure à supporter. C'est quelque chose qu'on observe très souvent chez les victimes de traumatismes sévères. Ok, donc cette piste du traumatisme nous amène tout droit à la théorie finale de l'analyse, et c'est sans doute la plus percutante de toutes, celle sur la vraie nature de ce défi. L'analyse fait une distinction très importante. Dans la prostitution, disons, classique, l'hygiène est primordiale. Mais ici, c'est tout le contraire. La saleté de l'environnement ne semblait pas être un accident, un dommage collatéral. Non, elle semblait voulue, intentionnelle, comme si elle faisait partie du spectacle. Et c'est ce qui amène l'analyse sur le terrain du sadisme, mais attention, pas forcément le sadisme tel qu'on l'imagine d'habitude. Il ne s'agit pas que d'infliger de la souffrance aux autres, il s'agit aussi de pouvoir tirer une forme de gratification de sa propre souffrance. L'analyse déroule son argumentaire point par point. Premièrement, le but n'était pas le plaisir sexuel, mais la mise en scène de l'humiliation. Deuxièmement, la saleté de la pièce n'était pas un détail, c'était un élément essentiel de cette mise en scène. Et troisièmement, le point culminant, le plus troublant peut-être, cette scène où elle se regarde pleurer dans un miroir. C'est comme si elle devenait spectatrice de sa propre détresse. La conclusion de l'analyse est donc assez radicale. Ce n'était pas une histoire de sexe, c'était la performance de la dégradation, une humiliation publique, voulue et orchestrée pour elle-même avant tout. Et tout ça nous laisse avec la question finale posée par l'analyse. Une question qui dérange. Au fond, qu'a-t-on regardé ? Un acte de libération sexuelle poussé à l'extrême, ou bien la mise en scène publique d'une immense souffrance et d'une forme d'autodestruction ?